On essaie de faire fonctionner une autre carte mère Commodore 64. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici une 9e vidéo de cette série de remise en marche de matériel Commodore 64. Vous pouvez visionner les vidéos précédentes de la série en suivant le lien fourni dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais tester une autre carte mère Commodore 64, cette fois-ci de 2e génération, c'est-à-dire qu'elle porte le numéro d'assemblage 250-407. C'est une version assez commune de carte mère Commodore 64. Celle-ci vient d'un lot de matériel C64 gracieusement offert par Michel, un généreux mécène québécois. Michel m'avait informé de la condition incertaine du matériel, ce qui rend cette série imprévisible, disons. Mais c'est pour votre bon plaisir. Bon, allons-y sans plus tarder, étape par étape. Alors, lançons-nous sur une 3e plaquette, déverminage d'une 3e plaquette. Je n'ai aucune idée de l'état de cette plaquette. Je vais le découvrir avec vous. Alors, je l'appelle la numéro 3. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour débuter? Un bon visuel, une bonne inspection visuelle. Ça, c'est absolument requis. Ce que j'ai déjà fait pour vous sauver du temps, j'ai découvert, entre autres ici, qu'il y avait un condensateur électrolytique, vous le voyez, qui s'était tourné sur lui-même. Donc, il y avait eu une rotation et les deux broches étaient très, très près de se croiser, de se toucher, ce qui aurait court-circuité le bus 5 volts. Alors, j'ai redressé ceci, j'ai redressé tous ces condensateurs, j'ai inspecté partout pour m'assurer qu'il n'y avait aucun fil qui me touchait. J'ai redressé les broches ici, les broches du connecteur de clavier. Effectivement, ils étaient assez tordus. En parlant de connecteur, le connecteur de la LED sur le boîtier, il y avait deux broches qui se touchaient, ou très près en tout cas. Alors, je les ai redressées pour pas qu'il y ait de contact. J'ai inspecté visuellement les 3 condensateurs électrolytiques, ainsi que le plus gros ici. Donc, les 4, aucune fuite à nulle part, rien d'apparent au niveau de l'électrochimie qui aurait pu couler. Tout semble correct de ce côté. Poussiéreux, oui, certainement. Ça ne m'empêche pas de faire les premiers essais et je pourrais passer une brosse par la suite. J'ai récupéré une puce de RAM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une de mes plaquettes, je crois que c'était la numéro 1. Oui, la numéro 1, qui avait une puce de RAM défectueuse. Alors, je l'avais volée pour faire marcher le numéro 1 de cette plaquette ici. Alors, je l'ai revolée à nouveau et je l'ai réinsérée. Ici, il me manque une puce de RAM, il faut que je fasse avec, que voulez-vous. Donc, j'ai mis les 8 puces de RAM, elles sont sur support, ce qui va aider beaucoup à déverminer si jamais il y a un problème, comme toutes les autres puces aussi d'ailleurs. La puce SID n'est pas présente, vous le savez pourquoi. De toute façon, pour faire les premiers essais, ce n'est pas nécessaire d'avoir une puce SID. Et en plus, ça la protège, puisqu'elle est fragile, la puce SID, si jamais il y avait un trouble sur cette plaquette. Mais le Commodore 64 s'allume et fonctionne très bien sans la puce SID. Sans problème. Alors, quoi d'autre à dire? Je vais actionner l'interrupteur allume-éteint ici à de maintes reprises. J'ai déjà vu, et d'autres ont souvent vu dans le passé, un mauvais contact qui se développe à l'intérieur de ces interrupteurs à bascule. Et l'exercer comme ça, ça le ramène. C'est un interrupteur qui, en tout cas, si ce n'était pas scellé, c'est tout près d'être scellé. Là, donc, on l'exerce comme ça. Je ne suis pas certain qu'un nettoyant pourrait se rendre à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ça devrait être suffisant. Le fusible est bon. Je l'ai inspecté. Je n'ai pas enlevé le couvercle. Je pourrais l'enlever pour regarder à l'intérieur, ce que je vais faire à l'instant. Voilà, je vous épargne le délai. C'est fait. On regarde à l'intérieur. Bon, il y avait suffisamment de pâte sur le VIC-2. Aucun composant qui court-circuite quoi que ce soit. Tout me semble bien correct de ce côté. Donc, ça va. Je pourrais aussi regarder le modulateur. Assez facile à enlever, celui-là. Bon, habituellement, c'est très rare que les gens vont fouiller dans le modulateur. Là. Je le regarde quand même, là, mais habituellement, ce n'est pas un problème. Alors, je ne vois rien de particulier sur le modulateur. Bon, alors, bien sûr, comme c'est de mise, j'utiliserai une brosse antistatique pour nettoyer la plaquette. Donc,
épousseter tout ce qui traîne comme poussière. Ce n'est pas essentiel pour l'instant, pour le déverminage, mais c'est ce que j'utiliserai. Et bien sûr... Alors moi, je serais disposé à le mettre sous tension. On peut juste regarder au final que le bouclier ne cause pas de court-circuit à nulle part. Ça, c'est la masse. Le bouclier a déjà été enlevé visiblement et reposé, mais le carton en dessous est bien aligné avec les trous, comme vous voyez. Donc, ça ne causera pas de problème, la présence du bouclier. Donc, il n'y a aucune partie métallique qui touche à un circuit. Ah oui, il y a une autre chose qu'on peut faire avant de mettre la plaquette sous tension, même de la brancher, ça serait de vérifier s'il y a des courts-circuits sur les différentes alimentations. Quand on parle juste des alimentations, c'est assez sécuritaire d'utiliser un multimètre en mode ohmmètre, mais il faut vraiment rester sur les alimentations et ne pas aller jouer dans les circuits logiques. Mais il y a encore mieux si on utilise une sonde de court-circuit sans risque, comme celle que j'ai construite dans une nouvelle série de vidéos, vous allez voir bientôt. C'est une sonde totalement sécuritaire pour aller sonder n'importe où dans le circuit du fait du courant utilisé et de la tension utilisée. Alors, vous verrez cette sonde en une série de 3 ou 4 vidéos très bientôt. Demeurez à l'écoute. Et moi, je vais l'utiliser ici pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur les différentes alimentations. Alors, je la mets en fonction. Voilà. Non, il n'y a rien ici. Rien ici. Rien ici. Et il n'y a rien ici. Donc, les 4 alimentations les plus communes, là, il n'y a pas de court-circuit en place. Donc, ça là-dessus, ça nous rassure en quelque sorte. OK, alors là, maintenant, je suis prêt à brancher les différentes choses et je vous reviens. Alors, OK, je me suis repositionné, vous pourrez mieux voir. J'ai branché le câble d'alimentation ici, dans du bloc d'alimentation. J'ai aussi branché le câble vidéo allant vers le moniteur, bien sûr. Alors, je vais faire la mise à feu à l'instant. J'allume l'écran et j'allume comme cela. Et... il n'y a rien. J'éteins. Oh, on a vu qu'il y avait quelque chose. Je rallume. OK, je ne sais pas. Vous ne voyez probablement... Oui, vous devez le voir. Regardez, il y a une ligne ici. Si vous voyez, il y a une ligne, OK? Même chose à droite. C'est-à-dire qu'il y a un signal vidéo qui est envoyé au moniteur, car de toute façon, il ne s'éteint pas, mais c'est noir. Et quand j'éteins, vous avez vu, il y avait un signal vidéo, mais il s'interrompt. Bon, alors je vais essayer ça à plusieurs reprises, voir si c'est toujours le même résultat. Un écran noir peut indiquer, entre autres, mauvaise puce RAM. C'est toujours possible que ce soit une mauvaise puce RAM. C'est un des symptômes possibles, mais ce n'est pas le seul. Alors, je vais l'essayer à plusieurs reprises pour être certain de voir que c'est toujours le même. Ouais, encore une fois. OK. Alors, bien sûr, si le CPU est mort, si d'autres puces sont mortes, il est très probable qu'on aura un écran noir, mais la puce VIC-2 continue à envoyer son signal, puisqu'elle a son signal d'horloge, bien, elle continue à envoyer un signal vidéo, bien qu'elle ne reçoive pas d'informations à afficher. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, alors, je vais voir s'il n'y aurait pas une puce plus chaude que les autres. Alors ça me semble... Oh, 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 oh. Celle-là, on sait qu'elle est tiède quand elle fonctionne. OK, alors il y a définitivement une puce RAM ici qui est trop chaude. Alors, ouais. Ouais, c'est... Oh, oui, elle commence à être chaude. Je suis capable de laisser mon doigt, là, mais c'est très chaud. D'ailleurs, j'entends... Ouais, j'entends un petit buzz, un petit grondement qui vient probablement du transformateur en mode commun. Donc, il semble y avoir un excédent de courant qui passe, là. OK, alors je réessaie, j'éteins. Cette puce-là est vraiment plus chaude que les autres. Alors j'ai continué, là, malgré que la puce était plus chaude, j'ai continué à allumer et éteindre. Et à un moment donné, c'est ça que j'ai obtenu.
un écran partiel. Et on a définitivement un écran Commodore 64 d'affiché, mais c'est complètement bousillé avec des caractères qui n'ont rien à voir ici. Et si on regarde sur le site web, on a un site web qui s'appelle The Pictorial C64 Fault Guide, le guide de troubles du Commodore 64 en photo. Et une des photos qu'ils affichent, c'est celle-ci. Et ils disent qu'il pourrait effectivement y avoir une des puces RAM qui est en faute, en trouble. Dans ce cas-ci, eux autres, c'était U12. Mais ça confirmerait ce que je crois, c'est-à-dire qu'il y a une puce RAM qui est en trouble. Alors, vu qu'elle est montée sur un support, elle est définitivement plus chaude que les autres, je vais la retirer, je vais en mettre une autre pour voir qu'est-ce qui va se produire. Alors voilà, c'est fait, j'ai remplacé la puce de RAM par une autre, une 4164 là, venant d'une autre des plaquettes. Alors on fait la mise à feu, j'allume le moniteur et on essaie à nouveau. Et... ouais! Problème réglé! Une autre puce RAM. Ça fait 2 là, dans mes 5 plaquettes. 2 puces RAM. Visiblement, elles ne survivent pas bien aux années. Est-ce qu'elles tombent en panne seule, toute seule, et 20 ans plus tard, au moment où je mets l'alimentation, elles se détruisent, ou elle était déjà détruite il y a 20 ans, et ils ont pris la plaquette et ils l'ont mise de côté. Je ne sais trop. Il y a un petit peu de synchro, il y a des petites lignes, là, vous les voyez bien ici. Il y a quelque chose d'un peu bizarroïde, là. Le signal est correct. Je vais éteindre et rallumer à nouveau pour voir s'il y a quelque chose qui expliquerait. Remarquez qu'il y a peut-être des petits ajustements. Ah, c'est parti, voyez-vous. Des fois, il y a des petits ajustements. Il faut dire que ce moniteur ici, là, ce n'est pas de la grande qualité, là, OK? Alors, tout semble revenu à la normale. Le focus est ordinaire, je vous dirais. J'ai déjà vu mieux. Mais ça me semble correct. Bien sûr, il y a un petit potentiomètre ici que je pourrais bouger là, pour tenter d'améliorer l'image. Mais ça ne semble pas avoir d'effet. Alors, prochaine étape, mettre un clavier, voir si je peux faire fonctionner quelque chose. Clavier et unité de disque, bien sûr, pour confirmer que tout est normal sur cette plaquette. Alors, vous aurez donc compris que tout fonctionne bien sur le Commodore 64, incluant le port de joystick numéro 1, et je vais tester le deuxième, aussi pour en être certain. Donc, tout semble correct. J'ai chargé des programmes à partir de l'unité de disquette. Bien sûr, j'en ai pas sauvegardé, mais je suis pas mal certain que ça fonctionne bien. L'entrée au clavier fonctionne bien. Port joystick fonctionne bien. Vidéo fonctionne bien. Il y aurait peut-être juste le signal RF à vérifier pour être certain qu'il est bon. Je vais remettre les couvercles avec de la graisse. Je vais vérifier le signal RF pour être absolument certain que la sortie RF fonctionne bien aussi. Puisqu'il est toujours possible d'utiliser cette sortie pour regarder ce qu'on fait. Et le signal télé, vu de loin,
Sur un téléviseur, il est bon. Une autre chose à faire sur cette carte mère pour confirmer sa désormais bonne forme est de vérifier les tensions d'alimentation plus 5 et plus 12 volts. Je l'ai donc fait et tout est bon. Plus 12,1 volts environ et plus 4,9 volts. C'est dans les normes, il n'y a aucun problème. Alors, au final, ça aura été une réparation facile, disons. Un doigt aura suffi à trouver la panne. J'ai eu de la veine car les problèmes de mémoire RAM ne sont pas toujours accompagnés de chaleur excessive. Comme les puces RAM sont toutes montées sur support, sur mes plaquettes jusqu'à maintenant, j'aurais pu aussi remplacer les puces, une à une, par une puce que je connais déjà comme étant bonne, jusqu'à ce que je trouve laquelle est coupable. Sinon, j'aurais pu sonder, à l'aide d'un oscilloscope, la ligne de données de chacune des puces, parce qu'il y en a juste une. Il y a des lignes d'adresse, beaucoup, mais il y a juste une ligne de données. En sondant cette ligne de données, pour tenter de trouver laquelle semble montrer un comportement douteux à l'oscilloscope, des niveaux bizarres, quelque chose de pas normal. Ultimement, il y a ces cartouches enfichables Dead Test. C'est une cartouche de programme qu'on enfiche à l'arrière ici. Ben, peut-être ce genre de cartouche Dead Test m'aurait peut-être donné une indication de quelle puce est en trouble. Mais je n'en possède pas de cette cartouche, alors j'y vais comme je peux. Si je regarde jusqu'à maintenant, des 4 cartes mères que j'ai testées, il y avait la première dans son boîtier avec clavier et tout, et 3 autres, des supplémentaires. Alors de ces 4 cartes mères, 3 étaient en panne et 2 de celles-ci avaient un trouble de mémoire RAM. J'exclus ici l'analyse des puces SID. Là. Ces pannes me donnent une bonne indication de ce qui pourrait survenir sur les 2 autres cartes mères restantes dans le lot que je n'ai pas encore testé. D'autant que toutes les plaquettes ont leur puce RAM montée sur des supports, ce qui, de ce que je comprends, n'était pas requis, n'était pas exécuté lors de l'assemblage d'origine de la plaquette. Et donc, ces puces RAM ont déjà probablement été déverminées et certaines remplacées, ce qui démontre le peu de fiabilité de ces puces RAM 4164. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute de ma chaîne Électrobidouilleur pour la suite de cette série sur le matériel Commodore 64 et pour des vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique, dont le développement de cette sonde de court-circuit sans risque pour l'électronique. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien et à la prochaine.